Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Toutes nos excuses pour ce retard dû à quelques problèmes techniques. Le 5e sommet mondial des gouvernements a ouvert ses travaux ce dimanche à Dubaï. Plus de 4000 personnalités provenant de 138 délégations prennent part aux assises, parmi lesquelles le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ils se pencheront sur les questions relatives aux méthodes innovantes de gouvernance et aux partenariats public-privé. Sanassi Keita. Intervenant pour 114 sessions avec plus de 4000 personnalités provenant de 138 délégations venues des 4 coins du monde. Voilà la principale configuration de ce 5e sommet mondial des gouvernements qui a ouvert ses portes ce dimanche 12 février 2017 à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Des questions relatives aux méthodes innovantes de gouvernance et aux partenariats publics-privés sont au menu de ce 5e sommet mondial des gouvernements. Le président en exercice de l'Union africaine, présent à ce rendez-vous mondial, met en exergue sa vision pour le développement du continent. Très souvent, on donne une image déformée de l'Afrique, tantôt optimiste, tantôt pessimiste. Quand il y a l'augmentation des prix des matières premières et que l'Afrique avance, on dit que l'Afrique est un continent de progrès. Mais depuis 2 ans, avec la baisse des prix des matières premières, on a une vision pessimiste. Or, nous pensons que l'Afrique est l'avenir du monde, parce que d'abord, la population est très jeune, elle est éduquée. Nous avons l'essentiel des matières premières. Le problème aujourd'hui, c'est de maîtriser l'énergie, parce qu'avec l'énergie, nous pouvons complètement transformer l'Afrique et faire de l'Afrique l'usine du monde à la place de la Chine. Mais cela suppose donc que nous mettons l'énergie, les nouvelles technologies, les infrastructures. Parce qu'un des grands problèmes que nous avons, c'est que le commerce entre les pays africains n'est pas très développé. Mais le fait que l'Afrique soit un continent très jeune, où les grandes nations, les populations vivent, c'est un avantage pour nous. L'Union au sein des 55 pays qui forment aujourd'hui l'Union africaine en vue d'une meilleure intégration africaine. Voilà le but fondamental du président de la République de Guinée, président de l'Union africaine. Très souvent, notre politique de développement a été dictée de l'extérieur, ce qui a causé beaucoup de retard en Afrique avec le changement structurel qui ont condamné les économies, parce qu'avec le changement structurel, on a négligé le secteur de l'éducation, etc., le secteur social, alors que sans éducation, donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans les ODD, nous sélectionnons ce qui nous paraissent les plus importants, c'est-à-dire nous demandons qu'en collaborant avec les pays extérieurs, qu'ils ne viennent pas nous imposer, qu'on parte d'abord de nos préoccupations, parce que très souvent, c'est des préoccupations extérieures qu'on nous impose. Donc c'est nous qui devons, nous avons défini avec les 5 principaux points qui doivent fondamentalement aider l'Afrique à se développer. Donc il n'y a pas de l'énergie, mais là aussi on veut nous imposer des énergies renouvelables. Nous voulons bien faire des énergies renouvelables, mais il est évident que les barrages de soleil, ça prend du temps. Donc c'est pourquoi nous imposons à nous l'énergie mixte. Bien sûr, on nous dit que le gaz de charbon pollue, mais l'Afrique est victime, elle ne pollue pas. Et comme m'a dit le président Kagame, il vaut mieux une mauvaise énergie que pas d'énergie du tout. Donc il s'agit que les Africains nous-mêmes, nous définissions en fonction de nos besoins réels quelles sont les préoccupations. Nous sommes le plus grand réservoir de matières premières, mais pour le moment, nous exportons de matières premières, alors qu'on a plus d'avantage de les transformer sur place, que ce soit en matières premières agricoles ou minières. Donc nous pouvons le faire si nous avons de l'énergie. Le deuxième aussi, nous allons vers la spécialisation, c'est-à-dire si le Ghana a plus d'avantages, par exemple, pour faire de la sidérurgie, on n'a pas besoin de faire ça en Guinée, parce qu'il faut un marché élargi pour un véritable développement. Donc cela suppose donc une plus grande intégration politique, une plus grande intégration économique, pour qu'on puisse tirer tous les avantages que nous avons. Si je prends par exemple le Congo-Kinshasa, le Congo-Kinshasa avec le barrage d'Inga peut fournir l'électricité et l'eau presque à toute l'Afrique. Donc c'est que nous ne laissons plus dicter quelle est la meilleure voie économique. C'est bien compté avec le Fonds monétaire de la Banque mondiale, mais le programme de développement doit partir de nous, de nos préoccupations, de nos objectifs, parce que nous connaissons mieux notre situation. Donc on doit passer de cette dépendance quasi que nous avons à l'égard de la perception de ce que nous voulons changer, qu'on parle d'abord des préoccupations et que nous décidons quelle est la meilleure politique que nous devons mener pour l'Afrique. Et c'est pourquoi progressivement, avec les changements que nous sommes en train de faire au niveau de l'Union africaine, nous pensons arriver vers là, parce que très souvent aussi on ne nous écoute pas. Mais quand on parle d'une seule voix, on nous écoute. Par exemple, au COP21, nous avons parlé d'une seule voix et on nous a écoutés.
Donc, plus d'intégration pose plus de prenons conscience que nous sommes capables, parce qu'il faut qu'on sache que l'Afrique est capable de devenir l'avenir du monde. Mais il faudrait que les Africains eux-mêmes en aient conscience. Par exemple, il est important que nous développions des hommes d'affaires privés. Les Africains, très souvent, les chefs d'État africains ont un certain complexe. Ils pensent qu'un Français ou un Anglais peut faire mieux, alors qu'en réalité, on a des hommes d'affaires africains qui peuvent faire mieux. Donc, en prenant conscience et en encourageant les hommes d'affaires africains et aussi en ouvrant le marché, nos pays à d'autres hommes africains d'autres pays, nous pouvons vraiment créer une véritable classe d'hommes d'affaires qui sont aussi puissants que Bill Gates et autres, etc. et qui vont permettre, parce que si les gouvernements peuvent travailler, c'est le secteur privé qui peut réellement permettre le développement. Vous êtes jeune, vous êtes africain, vous êtes milliardaire. Donc, vous pouvez être un Bill Gates, mais à condition que les chefs d'État africains aient confiance dans leur peuple, aient confiance dans leurs hommes d'affaires. C'est ça notre handicap et je pense que nous sommes en train de lever ce handicap et avoir confiance en nous-mêmes, en nos jeunes et en nos hommes d'affaires. Ces travaux du 5e sommet mondial des gouvernements ici à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, prendront fin ce mardi 14 février 2017. Diplomatie guinéenne, la ministre des Affaires étrangères a rencontré les ambassadeurs et représentants d'institutions internationales en poste à Conakry. En toile de fond, les enjeux de la mandature du président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé. Ces diplomates ont réitéré leur engagement à soutenir la Guinée et son président dans la mise en œuvre de ces projets à dimension panafricaine. Compte rendu, Tianos Mandialo. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des concertations régulières entre le ministère des Affaires étrangères et le corps diplomatique accrédité en Guinée. Consacré au compte-rendu du 28e sommet de l'Union africaine, les échanges ont permis à la ministre de présenter aux ambassadeurs et partenaires au développement les priorités du président en exercice de l'Union africaine. C'est la pacification du continent, la paix et la sécurité. Et je pense qu'il s'est beaucoup illustré à la matière par ce qu'il est en train de faire en Guinée-Bissau, par ce qu'il a accompli avec ses pairs en Gambie et sur ce qu'il compte faire en Libye aussi. Le développement des énergies renouvelables et des infrastructures sont aussi mentionnés parmi les priorités du président de l'Union africaine. L'élection d'un chef d'État guinéen à la tête de cette institution est une première dans son histoire. La Guinée, un des pays membres fondateurs de l'Union africaine, entend marquer son passage à la tête de l'organisation. Les diplomates des pays étrangers en poste à Conakry expriment leur soutien à professeur Alpha Condé pour l'atteinte de ses objectifs. Vous devinez la fierté qui nous habite d'avoir notre professeur à la tête de l'Union africaine. Nous sommes très très fiers et nous engageons à accompagner le président guinéen pour vraiment cette désignation qui fait notre fierté. Nous, Africains, nous de la sous-région, particulièrement de la CEDEAO, nous devons en tout cas être prêts à aller avec lui, avec ses services, avec ses collaborateurs, pour faire en sorte que cette présidence vraiment puisse récolter tous les fruits qui sont escomptés, que les défis, que le plan d'action qui a été élaboré par l'Union africaine puisse être véritablement mis en exergue, mis en exécution avec beaucoup de succès par le président Alpha Condé. Je pense que nous partageons largement un certain nombre de priorités, comme ont aussi été mentionnées par Madame la ministre, des questions de stabilité, sécurité, développement, les objectifs de développement durable. Donc nous avons clairement des priorités en commun. Donc je pense qu'on peut parfaitement développer ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique. On continue à avancer ensemble. La meilleure chose qui puisse arriver, je pense, à l'Afrique et l'Europe, c'est que l'Afrique évolue comme elle le souhaite. D'autres éléments qui ont marqué le dernier sommet de l'Union africaine ont été abordés, tels que le retour du Maroc au sein de l'institution et la désignation de certains chefs d'État pour mener à bien certaines missions spécifiques dans l'intérêt du continent. Avant de poursuivre ce journal, je reçois sur ce plateau le ministre porte-parole du gouvernement, Damantan Albert Camara. Il est le ministre du Travail, de l'Enseignement technique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Demain, les élèves reprennent le chemin de l'école, mais on sait qu'il y a une grève qui
qui planent avec notamment les centrales syndicales, notamment celle de l'éducation. Où en sont les négociations? Merci de me recevoir pour permettre à chacun d'être informé sur ce qui est en cours. Les négociations, depuis 2 ou 3 jours, avancent à un rythme beaucoup plus intéressant qu'elles n'ont commencé, parce que nous avons eu l'occasion de lever un certain nombre d'équivoques et d'incompréhension par rapport aux revendications des syndicalistes. Principalement, et les gens sont au courant, il s'agit du problème de la grille salariale, du problème des contractuels et d'autres problèmes connexes comme l'application du statut de l'éducation. Et nous avons avancé sur la plupart de ces points et nous pensons arriver à un accord très vite. Il faut que les gens comprennent que le principal point d'achoppement, qui est la grille salariale, il faut qu'on comprenne que cette grille salariale, elle nous appartient à tous, et aux syndicats et au gouvernement, parce que nous l'avons conçue ensemble. Et l'expert du BIT, d'ailleurs, qui est venu la valider avec nous, déclarer qu'elle était bonne, a été trouvé grâce à l'implication du syndicat. Aujourd'hui, nous avons cette grille. Nous souhaitons qu'elle soit pérenne. Il y a un certain nombre d'incompréhensions par rapport à l'application de cette grille et Dieu merci, nous avons convenu de faire revenir un expert pour notamment régler la question de la valeur monétaire du point d'indice. Et vous avez l'espoir que ces négociations vont aboutir? Oui, nous avons bon espoir dès l'instant où la plupart des personnes autour de la table sont des personnes responsables. Il y avait aussi ce problème de l'ancienneté qu'ils ont posé. Aujourd'hui, le gouvernement a donné son accord de principe pour prendre en compte l'ancienneté dans la transposition de la grille salariale, le temps d'évaluer l'impact et les différentes hypothèses qui peuvent se poser. Donc il n'y a pas vraiment de problème urgent à régler dès l'instant où les salaires n'ont pas diminué et nous n'avons pas refusé ces revendications. Nous demandons simplement à ce qu'on se mette d'accord sur la manière de les régler. Donc je pense qu'on aurait tous raison garder. Les parents et les élèves peuvent se rassurer, quel que soit le temps qu'ils mettront à la maison, ce temps sera rattrapé et nous espérons que rapidement nous trouverons un accord avec les syndicalistes. Ceux en tout cas avec lesquels nous discutons sont responsables. Ils n'ont aucun intérêt à ce que l'année ne se termine pas dans de bonnes conditions. Votre dernier mot? Je demanderai donc à tout le monde de rejoindre son poste demain, les élèves d'aller en classe. Si jamais il se trouve qu'un enseignant est absent, qu'ils rejoignent calmement leur domicile. Je le répète, le gouvernement prendra les mesures nécessaires et il le fera avec le syndicat parce que je dis encore, les syndicats avec lesquels nous discutons sont responsables. Nous prendrons le temps de rattraper le retard, si retard il y a, et nous pensons que très rapidement, nous allons relever les derniers coins de blocage sur les revendications syndicales. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et puis, les échos de la récente tournée du chef de l'État en Haute-Guinée. Professeur Alpha Condé a visité quelques chantiers dans les localités de Batena Fadji et Guélibakoro avant de procéder à l'inauguration de 2 marchés modernes. Reportage Ibrahima Kita. Dans le cadre de la délocalisation de la fête tournante de l'indépendance nationale, la région de Kankan a bénéficié de plusieurs infrastructures. En séjour de travail dans la région, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu sur quelques chantiers. Évaluer le niveau d'exécution des travaux est l'objectif de cette visite du chef de l'État. La place des Martyrs, la maison des jeunes de Kankan, le lycée d'excellence, la gare routière régionale ont été entre autres chantiers visités. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, les entreprises guinéennes doivent faire preuve d'engagement pour des travaux de qualité. Et pour ces entreprises, il s'agit de mériter de la confiance de l'État. Je voudrais d'abord remercier le professeur d'avoir porté confiance aux entreprises locales. Mon entreprise a réalisé lycée Excellence, la gare routière, le gouvernorat et la maison des jeunes, le monument et la tribune. Au stade préfectoral Balouma de Diakité, professeur Alpha Condé et sa suite ont été séduits par la qualité des travaux. Ici, il est prévu un gazon synthétique. L'objectif est de mettre ce stade dans les normes de la FIFA. Je crois que M. le Président était très content des réalisations qu'on avait faites ici à Kankan et surtout que les réalisations ont été faites par un fils de la ville, M. Touré. Et donc je pense que tout le monde est content et c'était un travail d'équipe.
À travers notre ami M. Fofana, qui est là, donc on va commencer, M. Touré aussi, à voir comment on peut faire le stade de Sigiri avant la fin de l'année, Inch'Allah. En plus de ces visites, le chef de l'État a inauguré quelques infrastructures marchandes. D'abord, le marché moderne de Djodi Bakoro et celui de Batenafadji. À travers ces deux infrastructures, les femmes de ces localités bénéficiaires vont désormais exercer leur activité commerciale dans un cadre idéal. Ce qui est d'ailleurs le souci du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Restons dans la savane guinéenne pour parler du lancement des travaux de reconstruction du pont reliant Tiro à Doumbafé dans la préfecture de Farana. Financé à hauteur de 5 milliards de francs guinéens par le budget national de développement, la réalisation de cet ouvrage de franchissement sur le fleuve Niger devrait faciliter l'acheminement des produits agricoles des zones de production vers les zones de commercialisation. Reportage Moussa Bangoura. Ces matériaux de construction sur les rives du fleuve Niger annonce le lancement des travaux de reconstruction du pont sur le fleuve reliant le village de Tiro à Doumbafé dans la région de Farana. Il sera long de 32 mètres. Les travaux sont confiés à l'entreprise Africa Germany pour un délai contractuel de 4 mois. Nous avons mis en place un personnel pluridisciplinaire et compétent, composé de 6 ingénieurs, de 2 gestionnaires, de 21 ouvriers qualifiés et près de 60 manœuvres journaliers recrutés sur place. Une satisfaction pour la population bénéficiaire. La réalisation de ce pont va permettre l'évacuation rapide des produits vers le centre-ville. Le désenclavement de Doumbafé limitera les pertes de vie humaine, de vie animale, de biens et de produits agricoles par noyade et par accident de circulation. Réduira sensiblement les temps et les frais de transport, les frais d'entretien, de réparation et de renouvellement des moyens de transport. Nous sommes convaincus que ce travail sera très bien fait. L'entreprise, nous la connaissons et nous connaissons les gens qui de près ou de loin ont contribué pour réaliser ce gigantesque travail. Donc merci encore au président Alpha Condé. Les travaux de construction de ce pont remontent à 1956 pour la première fois par l'administration coloniale. 61 ans après, les travaux ont été relancés par le gouvernement guinéen avec une enveloppe financière de plus de 5 milliards de francs guinéens. À Conakry, la pose des compteurs à prépaiement donne du fil à retordre à EDG. Comment faire accepter l'idée à la population, c'est le principal cheval de bataille de l'entreprise. L'année 2017 sera donc consacrée à la sensibilisation des citoyens à travers une communication à outrance. La proposition a été faite par l'administration générale d'EDG au comité de suivi des contrats de performance. Compte rendu Nabi Kamara. Les membres du comité de suivi du contrat de performance de EDG se sont retrouvés cette semaine au département de l'énergie et de l'hydraulique. Ils ont examiné le rapport d'audit des contrats passés entre l'État et Veolia pour la gestion de cet établissement public. Le comité a également évalué le bilan des réalisations de EDG au cours de l'année 2016, l'ensemble des recommandations, remarques et observations des auditeurs lors de leur mission trimestrielle dans l'entreprise. Les éléments indiquent, bien sûr qu'il y a un certain retard, mais les éléments donnés par l'auditeur indiquent qu'on a pris un bon sens. Au cours de l'année 2017, l'administration générale de EDG envisage de donner plus de poids à la sensibilisation des populations pour les amener à accepter les compteurs à prépaiement. Parmi les éléments importants qui concernent les axes majeurs de EDG pour 2017, c'est que nous comptons beaucoup sur l'appui de la population pour installer les compteurs de façon à ce que les consommateurs payent exactement la consommation la facture et qui représente la consommation qu'ils consomment réellement et de ne plus avoir ce système forfaitaire. Ça, c'est un des leviers très importants sur lesquels nous comptons agir et une campagne de sensibilisation, de formation sur le terrain, d'accompagnement pour expliquer à l'ensemble des citoyens guinéens quelles sont les intentions de EDG en la matière et qui concernent une action importante pour le redressement du secteur de l'électricité. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, qui a présidé cette réunion,
a invité les membres du comité à plus d'efficacité dans la gestion de cette entreprise stratégique du pays pour combler les attentes des Guinéens. Et puis les jeunes de Kontea dans la commune de Ratoma ont saccagé ce matin tous les compteurs à prépaiement installés dans leur quartier cette semaine par EDG. Page culture, direction la Guinée profonde qui prépare déjà l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Dans la préfecture de Kouroussa, les femmes leaders ont récemment organisé une journée culturelle pour rendre hommage aux célèbres écrivains Kamara Laye et Gibril Tamsir Niane, tous originaires du Amana. Reportage Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoura. C'est une journée culturelle à Kouroussa pour accompagner le projet Conakry, capitale mondiale du livre. Loin de Conakry, les populations organisent plusieurs cérémonies artistiques en vue de mieux véhiculer des messages sur les enjeux de cet événement mondial. Kouroussa est la ville de Kamara Laye et de Gibril Tamsir Niane. Déjà très jeune, nous avons lu le livre de Kamara Laye, L'enfant noir, qui a décrit vraiment la société africaine en général, mais la société de Kouroussa en particulier. La littérature, c'est la meilleure nourriture pour le cerveau humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces livres de Kamara Laye que nous nous retrouvons aujourd'hui dans les souvenirs lointains qu'il a décrits dans ces différents livres. Vous avez vu Kamara Laye, vous voyez aujourd'hui le professeur Alpha Condé qui est aussi natif de Kouroussa, ce qu'il est en train de faire dans le monde entier, ce qu'il est en train de faire dans l'Afrique. De la mamaya à la danse d'Undumba et Soumou pour retracer le parcours de ces écrivains qui font la fierté de la Guinée sur la scène internationale. Dans le Amana, la classe intellectuelle attache du prix à ce projet mondial. Conakry, c'est la capitale mondiale du livre cette année 2017. Et Dieu merci, nous inaugurons la forge de père de Kamara Laye aujourd'hui, au cours de même cette année 2017, ça c'est une suite logique. On a Kamara Laye, on a la mare de Baro, on a le Amana, le Dundumba, on a beaucoup d'autres choses à Kouroussa qu'on doit réhabiliter pour que Kouroussa soit une destination internationale. Donc je suis très heureux de me retrouver ici et c'est comme si aujourd'hui on était en train de revisiter toutes les œuvres de Kamara Laye. C'est comme si aujourd'hui Kamara Laye était vivant entre nous. La préfecture de Kouroussa reste l'une des préfectures de la savane guinéenne les plus engagées pour la réussite de cet événement qui se tiendra du 23 avril 2017 au 22 avril 2018 en Guinée. Déjà, un symbole est réhabilité. Il s'agit de la forge du papa de Kamara Laye. L'ouverture des points de lecture est annoncée. COP Guinée, la coalition des ONG pour la promotion de l'excellence vient d'organiser la 7e édition du prix des meilleures entreprises. En effet, ces distinctions couronnent les structures qui ont fait des avancées en 2016, une manière de promouvoir et d'encourager l'entrepreneuriat. Reportage Kernos Mandialou. Le secteur privé est un des leviers du développement socio-économique de la Guinée. Pourvoyeur d'emploi, son évolution fait l'objet de suivi par la coalition des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence COP Guinée. Depuis 2009, cette coalition décerne annuellement des prix aux différentes entreprises qui se sont illustrées dans leur domaine. Cette 7e édition de Guinea Award Company salue le mérite de plus de 200 entreprises. La Guinée, depuis 2010, est à la conquête du monde. Partout, les autorités guinéennes excitent, stimulent, persuadent et rassurent les investisseurs de par le monde des opportunités d'investissement dans le pays. Aujourd'hui, cet espoir de persuasion est en train de payer. Combien d'investisseurs nationaux et étrangers ont mis des sommes colossales pour investir en Guinée? Rien que l'année 2016. Le nombre est grand, mais il faudra toujours y continuer car les attentes sont grandes. Les distinctions sont attribuées après un sondage effectué par le cabinet Paul Investment. Les sociétés comme Odekoya, Celcom, Lagipress, Tianguipech, Diasifo, Sobragi reçoivent toutes des prix. Dans les secteurs miniers et industriels, la SAG, la SMB et CIMAF sont mis en relief. Le prix du meilleur entrepreneur national revient à Kaba Guiter, alors que celui de la meilleure entreprise BTP est attribué à Gicopress. L'investissement opéré pour la construction du grand marché de Conakry est salué à travers le prix du grand investissement 2016.
L'événement Guinea Best Company Awards, prix des meilleures sociétés de l'année, qui est cette année à sa 7e édition, moi je le définis comme la reconnaissance et la médiatisation des efforts des sociétés, des entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs. Il est conçu pour accompagner la dynamique du président de la République de promouvoir un secteur privé fort. La CPEG a reçu le prix de la meilleure organisation patronale. Le prix des piliers du savoir est destiné aux dirigeants de l'ENAM et des universités Kofi Annan, Gamal Abdel Nasser et Sonfonia. L'ONFPP, l'Office national des pétroles et l'Office national des bourses extérieures décochent les prix COP Guinée, meilleure performance 2016. La grande finale de l'élection Miss Guinée 2017 a eu lieu hier samedi à Noun Hotel dans la commune de Kalouma. Cette année, le Comigui a renforcé les critères de sélection pour rendre la reine de la beauté guinéenne plus compétitive à l'échelle internationale. Au départ, elles étaient 23 candidates et c'est Asma Diallo qui a remporté la couronne. Reportage Alphaïsia Gaba, Alia Kamara. La scolarisation de la jeune fille, la dépigmentation sont entre autres thèmes que les candidates ont défendus lors de cette finale. Au nombre de 23, elles ont tour à tour présenté leur projet devant les membres du jury sous le regard du Premier ministre chef du gouvernement. À l'issue du concours, Asma Diallo, 24 ans, diplômée en finance, remporte la couronne, devenant ainsi la reine de la beauté guinéenne. C'est un sentiment de redevabilité que j'ai vraiment envers mon université, mes parents, mes amis, toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'ici. Je suis vraiment très très heureuse et très contente. Le premier projet que je vais vraiment entamer pour le moment, c'est l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Mon message à lancer, d'abord je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Comme j'ai dit, les prestigieux invités qui ont fait le déplacement, à commencer par monsieur le Premier ministre qui est venu, qui a même fait un don aux 3 gagnantes. Je lui remercie du fond du cœur. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Les filles ont été courageuses les unes les autres. La meilleure est sortie de là cette année. Asmao et ses 2 dauphines représentaient souvent le rouge-jaune-vert guinéen lors des compétitions internationales. Le trio gagnant a mieux assimilé que les autres candidates les critères qui ont prévalu cette année, d'où leur choix à la majorité par les membres du jury. La beauté, l'expression orale, la tenue sur scène. Au fait, elle présente bien et elle a su défendre son thème et bien nous l'expliquer. Et c'est ce qui a permis à cette jeune dame de gagner ce soir. J'ai trouvé une organisation très bien maîtrisée, avec un spectacle qui est tout à fait original. Et je crois que la seule chose que je voudrais dire à toutes ces belles demoiselles qui concourent pour être notre Miss, donc représenter la beauté guinéenne, c'est de leur dire de savoir rester naturel et de valoriser notre patrimoine. La finale a été sponsorisée par la Sobragui qui a offert 70 millions de francs guinéens à la Miss Guinée 2017, 45 millions à la première dauphine et 25 millions à la seconde. Les autres candidates ont aussi reçu des primes de participation et des encouragements de la part du Comigui, Comité Miss Guinée. Pour sa part, le Premier ministre chef du gouvernement a aussi promis 20 millions de francs guinéens au trio gagnant. Tristesse, un drame est survenu à Dabondi, dans la commune de Matoto. Une femme et son enfant ont été retrouvés morts ce matin dans leur maison. Les victimes auraient été intoxiquées par des produits chimiques à la suite d'un usage domestique. Reportage Alphaïsia Gaba, Gamokaba. Une matinée de tristesse dans la famille Diawara. Une femme du nom de Naïma et son fils ont été retrouvés morts ce matin. Les premiers témoignages font état d'une forte utilisation des produits chimiques destinés à lutter contre les insectes. Comme on ne voyait pas la femme en question dehors, il était déjà presque 10 heures. Ma voisine directe, celle qui est à côté de moi, Madame Bété, a essayé de l'appeler, mais sans succès parce que son numéro sonnait ne décrochait pas. Donc elle était paniquée, elle pleurait. J'ai dit ok, je vais partir voir il y a quoi. Maintenant il y avait les jeunes du quartier qui étaient déjà dans sa maison. J'ai dit à ces jeunes qui sont trop nombreux, 2 personnes n'ont qu'à rester avec moi parce que moi je suis du corps, je suis médecin. Donc je suis rentrée dans la chambre, j'ai essayé de voir si elle et son enfant étaient en vie, mais malheureusement les signes vitaux n'étaient plus là. Certainement ils ont été victimes d'une intoxication médicamenteuse parce que dans la journée d'hier, elle avait mis des produits chinois en poudre là dans sa maison contre les punaises, les cafards.
Donc certainement, ma voisine dit qu'elle avait acheté pour 75 000, certes qui était une grande quantité. Aussitôt informés, les autorités de la police et de la santé se sont immédiatement rendues sur les lieux du drame. Je viens à peine d'arriver aussi. Je suis venu non seulement pour le constat que l'officier principal, Kaba Ousmane, en service au commissariat urbain de Bessia, donc nous sommes venus par rapport à ça. Pour le moment, nous sommes là. On va essayer de voir la suite. Les enquêtes vont être approfondies. En attendant, les responsables invitent à la prudence dans l'utilisation des produits chimiques. Paix à leur âme. Sport foot, le Silé Junior a entamé son stage de préparation à Johannesburg en Afrique du Sud. Les joueurs et l'encadrement se disent prêts à affronter cette compétition internationale dont la phase finale se jouera en Zambie. Le reportage de nos envoyés spéciaux Kadiatou Traoré, Mohamed Pati Kamara. Le Silé Junior est bien arrivé à Johannesburg en Afrique du Sud. Mantu Diallo et ses poulains ont pris leur quartier général dans un hôtel luxueux situé au plein centre-ville. Ce dimanche soir, les juniors guinéens ont entamé leur stage de préparation au Emergencia Park 8 Stadium de Jobourg. Au cours de ce premier entraînement, l'accent a été mis sur la condition physique et la récupération pour permettre aux jeunes d'évacuer la fatigue du haut voyage. J'essaie de travailler un travail de vivacité à 3 contre 3 et après service tennis. Et puis après maintenant on a terminé par le jeu et puis essayer de pousser et presser l'adversaire dans sa zone, l'obliger à dégager le ballon. C'est ce qu'on a fait. Après maintenant j'ai travaillé la punition et puis à la fin maintenant j'ai fait un travail du jeu 9 contre 9. Et puis après maintenant il faut maintenant les étirements à la fin. Pour les joueurs, bénéficier de ces 13 jours de stage est une bonne chose, car cela leur permettra de corriger leurs faiblesses et lacunes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous. À très bientôt.